Bonjour. Bonjour, je suis Mareike Wolf-Guidin. Je suis ici à la fois en tant qu'auteur et éditrice des éditions MGW Fédition. Donc, la première question. Donc la première question, c'est comment vous êtes arrivée à l'écriture? Alors, je vais vous dire, toute petite, quand j'ai appris à lire et à écrire, c'est-à-dire vers 7-8 ans, j'ai commencé à écrire pour mes poupées et à confectionner des petits livres pour eux et de les lire. Et en fait, en même temps, c'était mon premier public, c'était mes poupées. Quand on pense aujourd'hui, finalement, je suis devenue professeure des universités de Paris et aussi éditrice. Je ne l'aurais jamais cru. Comme quoi, quand on est petit et on joue, c'est finalement possible. Et en fait, je l'ai réalisé il n'y a que 5 ans. Donc, j'avais déjà joué à ça quand j'étais petite. Et j'ai oublié entre-temps. Je suis devenue... En fait, je ne savais jamais pourquoi. J'avais l'impression, jamais ça. J'ai avancé et puis c'était naturel. Et puis, il y a 5 ans, je me suis dit, mais parfois, c'était mes jeux avec mes poupées. Alors, vous voulez savoir qui sont mes premiers lecteurs? Oui, après, parce que du coup, les copines, les amoureux. Mais vous voyez, c'était des proses comme ça, j'écrivais des poésies, je chantais aussi. Donc, il faut dire que je suis d'une famille où les femmes peignaient. Et j'avais une tante, donc artiste, en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, donc, qui faisait des cabarets. Et puis après, qui était peintre renommée. Ma mère, elle peignait aussi depuis qu'elle était petite. Donc moi aussi, je peins à côté, j'illustre les couvertures. Donc pour mon dernier livre, Le temps des vieux et l'espace du grand âge. Donc il y a ce tableau-là. Quand vous le regardez, je l'ai intitulé Le gant. Vous voyez le bon. Il faut voir de plus près. Mais pourquoi? Parce qu'avec l'âge, on a tendance à oublier quelque chose. Et après, vous avez des personnages qui vont se dire, ah ben tiens, il y a quelqu'un qui a oublié, est-ce qu'il est encore là? Il ne peut pas marcher vite, vous voyez? Et puis, cette perspective, parce qu'on a un autre regard sur le temps. Donc, parfois, j'illustre dans les couvertures, mais il y a aussi des amis peintres parmi les auteurs, ou alors je fais appel à des peintres donc, de la région. Ben, tiens, prenons Roger Ridet, qui est un peintre normand bien connu, qui a créé le mouvement des peintres en liberté à Balérois, qui, ici, pour mon livre pour la criminologie, m'a illustré avec le tableau La cravate. D'accord. Donc, parce que le criminel est toujours un peu anonyme. C'est comme s'il n'avait pas de tête. Et on peut en fait pas créer de profil comme ça d'un criminel. Donc, ça m'a semblé bien convenir pour cet ouvrage-là. Voilà, donc de fil en aiguille, écoutez, donc, au lycée, j'ai fait une option art, mais j'étais toujours passionnée par la psychologie. Évidemment, j'aime aussi le langage, les langues, parce que, comme je vous explique, d'origine, je suis allemande. Et en fait, je me suis dit, c'est plus important de faire la psychologie en études. Je pourrais toujours peindre par ailleurs. Et puis, j'étais très vite très passionnée. Donc, votre question, c'est depuis quel âge je lisais. Voilà. Ou les livres, il n'y avait pas tellement de livres. Vous voyez, j'ai déjà un certain âge. Mes parents, à l'époque, il y avait que quelques livres que je connaissais tous, même ils n'étaient pas de mon âge. Et à 12 ans, je me suis pris d'amitié d'une libraire qui voulait bien que je reste dans sa librairie toutes les après-midi, que je pouvais bouquiner doucement sans abîmer des livres. Et donc, je me faisais toute une culture, en fait, et classique, vous voyez, en littérature. Et je commençais en psychologie. Donc, à 14 ans, avec l'argent de ma communion, je me suis fait ma première bibliothèque des livres psychanalytiques. Vous voyez, c'est un peu Ah oui, à 14 spécial, ans, oui. Mes parents, de fil en aiguille, ils étaient habitués à leur enfant un peu bizarre. J'ai fait mes études en Allemagne et puis j'avais encore envie de plus. Donc, je suis venue pour le doctorat en France. Donc, mes premiers textes publiés, c'était en fait aux presses universitaires de France, mais des choses scientifiques. Vous voyez, on est allé comme ça, au bout d'une centaine de textes scientifiques, chez les Puf, Dunod, Gallimard, enfin, tous ceux qui font plutôt des choses scientifiques. De fil en aiguille, en fait, je suis passée éditrice. Parce qu'à un moment donné, vous avez envie de gérer tout à Z. Vous êtes curieux de savoir ce que devient votre livre, comment il est façonné, comment il est imprimé. Et donc, cette histoire-là date il y a 15 ans. Donc, il y a
15 ans, j'ai fondé cette maison d'édition avec mes enfants, entre-temps grands, mes 3 garçons. On a fondé cette maison d'édition en hommage à leur papa qui était décédé. D'accord. Et donc, je pense tout d'abord, je commençais avec mon premier livre, Amour, identité et changement, mon premier livre grand public, à part mes livres scientifiques. Puis en roman, la télé, c'est vous. Je n'ai même pas tout amené parce que il y a bien plus d'ouvrages. Et ça a commencé à marcher, j'ai commencé à voir des auteurs. Et peu à peu, en fait, le temps est passé. Et j'ai pu de plus en plus publier les auteurs, donc des collègues, des scientifiques que je trouve intéressants, et de développer de plus en plus la ligne éditoriale. Et évidemment, cela m'a aidé aussi d'écrire de plus en plus, d'être critique aussi, ou de collaborer avec d'autres. Donc, par exemple, j'ai toute une ligne avec mes chercheurs sur le bilinguisme et plurilinguisme vécu. Qu'est-ce que cela fait pour l'intelligence? Donc, à chaque fois, je travaille avec une équipe. Là, ce sont mes doctorants et aussi quelques collègues. Mais une autre fois, donc, j'ai travaillé sur le bilinguisme et monoparentalité, un livre qui a bien plu aujourd'hui ici aussi au salon du livre en vadrouille, sur le bilinguisme et la monoparentalité. Qu'est-ce que ça fait, en fait, quand on est tout seul, mais on a pratiqué plusieurs langues? Souvent, ça retombe sur la femme. Ça, c'est aussi un tableau que j'ai illustré. Vous connaissez peut-être le peintre Keith Haring, et donc qui peint toujours des hommes. Et donc, je l'ai fait au féminin. D'accord. Pour montrer une situation où la femme, en fait, est sollicitée de toutes parts, pour tout gérer, être multitâche. Et en fait, cela regorge des capacités qui sont souvent inaperçues. Donc, on stigmatise cette famille qui veut garder toutes ces choses qui semblent farfelues, mais qui font partie de sa vie de famille. Sauf que souvent, il y a un parent qui est absent. Et parfois absent pour du bon. Il est ailleurs. Et donc, cependant, toutes les fêtes de famille, toutes les langues font partie de la famille. Il est important pour son identité de les préserver. Et pour qu'il n'y ait pas de problème d'identité, il est important de le valoriser aussi. Donc, vous voyez, c'est toute cette gamme, en fait, sur le bilinguisme. Là, j'ai travaillé aussi avec la maison mère-enfant. Donc, vous voyez là la directrice. Là, c'est le centre Minkowska à Paris qui fait la consultation interculturelle. Donc, je me trouve toujours des collaborateurs pour mettre au point une recherche. Et donc, je n'ai pas amené tous mes ouvrages. Vous voyez, il y a sur la criminologie, que je vous ai montré, sur la psychothérapie. Mais on passera la nuit. Je vais vous parler de tous les ouvrages, rien que dans ma maison d'édition, de NGWF Édition. Je dois en avoir 12 ou 15, je les compte plus. D'accord. Ce n'est pas l'importance. L'important, c'est aussi promouvoir mes auteurs. Donc, vous voyez, donc là, c'est le photojournalisme. Vous reconnaissez la photo, c'était les prix de Bayeux. Patrick Chauvel de Bayeux. On ne le savait pas à l'époque quand j'ai sorti le livre. Il est sorti au mois de juin, donc bien avant le concours. Et donc, il a autorisé son ami Hubert Honroth d'utiliser sa photo. Et Hubert Honroth, pour la petite couture, c'est donc le co-directeur de Gamma Sigma, une des premières agences du photojournalisme. Et donc, on apprend tout ce que c'est d'être journaliste aujourd'hui, journaliste de guerre, et tous les dangers encourus, comment on travaille, comment on est payé, donc tout cela. Voilà, mais on a, par exemple, vous voyez, quand on est éditrice, il y a toute une synergie. Il se trouve que j'ai aussi des ouvrages d'opéra excellents. Vous allez vous demander, mais pourquoi elle a des ouvrages d'opéra? Qu'elle fait psycho. Parce qu'en fait, l'opéra, vous ne le chantez pas forcément dans votre langue maternelle. Souvent, c'est par exemple en italien. Donc, comment vous pouvez-vous mettre tout votre cœur pour interpréter une œuvre dans une langue que vous ne connaissez même pas? Donc, voilà une question passionnante. Oui. Et ça nous ramène, en fait, à cette étude sur le bilinguisme et le plurilinguisme. Et vous voyez qu'il y a là l'accent, une musicalité, il y a beaucoup de choses en fait qui sont très vivantes dans les langues qu'on ignore complètement et qu'on retrouve dans l'opéra. Plein de bonnes choses.
Eh ben, merci beaucoup. Merci de l'accueil. Vraiment, j'ai passé un très bon salon. C'est un très bon souvenir. Ben, Et que merci. ça puisse faire lire vraiment les jeunes. Merci beaucoup.